Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis ravie d'être avec Laurent Reich parce que Laurent a été un des premiers sur la chaîne YouTube. Il nous a fait confiance dès le début. Et Laurent, vraiment, je te laisse te présenter car tu es un innovateur né. Tu travailles chez L'Oréal et tu es toujours sur les dernières grandes tendances. Donc oui, alors, ravi de te retrouver, Cécile. C'était vrai que c'était un magnifique souvenir, ces premières vidéos qu'on avait fait ensemble. Alors pour me présenter, oui, ça fait allez, une trentaine d'années en RH, essentiellement dans l'univers du learning, extrêmement intéressé à la fois par le sujet RH, par la tech en fait liée à la RH. Et depuis maintenant une petite année, en train de monter une nouvelle fonction en fait chez L'Oréal autour de la data et des analytics, qui est un sujet clé et dont le sujet immense est comment on va valoriser le patrimoine de données RH qu'on a, tout en protégeant absolument le côté data privacy, bien entendu, de nos collaborateurs. Et du coup, en parallèle de tout ça, c'est qu'est-ce qu'il y a d'innovant, qu'est-ce qu'il y a toujours de nouveau dans l'univers de la tech RH qui peut améliorer, augmenter la façon dont on travaille. Génial parce que tu es en plein dans les sujets d'IA générative. Donc, on a vu depuis moins d'un an, en fait, ces sujets arriver dans le domaine RH, mais aussi, bien sûr, dans tous les autres domaines, marketing, droit, etc. Alors, dans le domaine RH, dans le domaine de la data, quel est ton point de vue? Comment tu as peut-être déjà testé? Qu'est-ce que ça change? Et quelle est peut-être tes premières convictions? Quelles sont tes premières convictions? Alors, bien entendu, du coup, avec même la toute petite équipe que j'ai, on s'est mis à tester en fait tout ce qui était ChatGPT, mais ça remonte pour l'anecdote quasiment au début, fin d'année dernière, et plutôt avec l'intuition de mon fils, utilisant ça pour des études, tout en étant en Finlande et me disant tu devrais regarder ce truc-là d'OpenAI, moi ça m'aide beaucoup. Et du coup, on s'est lancé dessus, en fait, avec des gens de mon équipe. Et alors, pourquoi on s'est lancé dessus? Parce que déjà, en fait, ce qui est fascinant pour moi, c'est l'IA générative, hein, par rapport aux autres IA de machine learning ou autres d'algorithmes. L'IA générative, en fait, c'est de la pure data, puisque le mécanisme de l'IA générative, c'est de reconstituer en fait des phrases avec les probabilités des mots entre eux. Donc du coup, c'est un sujet pour moi qui est un sujet de pure data. Et du coup, la bonne manière de démarrer avec en fait une IA générative, c'est d'essayer de l'apprivoiser. Alors l'apprivoiser, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour moi, on s'est forgé quelques convictions. La première, c'est pas Google ou c'est pas un moteur de recherche. Ça veut dire qu'en fait, si on se limite à lui poser une question, bah, on a une réponse qui est plus ou moins bonne. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est de rentrer en discussion finalement avec l'IA. Et plus on va rentrer en discussion, plus on va pouvoir finalement affiner la recherche qu'on fait et récupérer quelque chose d'extrêmement intéressant. Après, le sujet, c'est comment on lui parle, en fait. Donc, en 6-8 mois, là, on a testé plein de manières de lui parler et on a découvert, en fait, que, bon, voilà, alors, ce qu'on trouve partout sur le web, c'est bien de lui dire qui on est, dans quel cadre on veut, tester des choses comme ça. Mais on teste beaucoup, en fait, un peu les limites ou pas les limites de qu'est-ce qu'une IA générative sait faire comme type de réponse. Et là, on en a trouvé, je peux partager avec vous, mais quelques-uns qui sont vraiment, je trouve, extrêmement intéressants dans notre réflexion de tous les jours. Alors, c'est quoi? C'est limite, alors, on Voilà. veut tout savoir. Ouais. Alors, dans les quelques-uns qui m'ont surpris, en fait, sur la qualité de réponse qu'on pouvait avoir, j'en ai un, par exemple, on travaille là en RH sur les end-to-end process, c'est-à-dire qu'en fait, on essaye de clarifier nos processus, par exemple, du recrutement au onboarding. Donc jusqu'à là, OK. Si on demande à ChatGPT, donne-moi les étapes en fait d'un processus RH dont le point de départ est le recrutement et l'arrivée, le onboarding, donne-moi les 5 étapes. Donc là, il peut nous les donner les 5 étapes et il nous les décrit, elles sont plutôt pas mal. Ensuite, plus intéressant encore, c'est quand on lui dit, bah, maintenant tu me reprends en fait les 5 étapes, tu me les mets dans un tableau, mais tu prends les 5 étapes en ligne, dans les colonnes, tu me mets des rôles, le HRBP, le manager, le talent recruiter et les collaborateurs. Et dans les cases à l'intersection des deux, donc c'est vraiment comme ça que j'écris mon prompt, tu me mets le RACI. Et bien, ce qui sort, c'est un bon draft. En fait, c'est déjà un très bon draft.
sur un exercice qu'on trouve tous les uns les autres un peu pénible à faire, à Rassi. Donc ça, j'ai trouvé ça assez bluffant. Deuxième essai assez bluffant, avec d'autres collègues, d'autres entreprises. Aujourd'hui, on cherche à réfléchir sur l'usage de ChatGPT et on se dit, mais finalement, on devrait essayer de trouver en fait des personas, comment on peut utiliser ChatGPT en learning, en RH. Et du coup, on a conçu une matrice. Et la matrice, du coup, j'ai demandé à ChatGPT derrière, en lui donnant les axes de la matrice, en lui disant, tu as un axe horizontal qui va de, je sais pas, l'organisation à l'individu, et tu as un autre axe qui va de l'idéation à la rédaction. Donne-moi dans chacun des cadrans le nom de ce persona et en 300 caractères, décris-moi chacun des cadrans. Et à nouveau, le résultat, juste avec un prompt comme ça, un peu de contexte, il est excellent. Donc, tout ça pour montrer qu'en fait, il ne faut pas le prendre comme un moteur de recherche, il faut le prendre comme un bon junior, un consultant, un collègue. En fait, il y a cette notion de Microsoft qui est très intéressante, qui est, en fait, une IA générative, c'est un copilote. Donc, comme c'est un copilote, on peut lui demander des choses assez poussées, mais comme c'est un copilote, mieux vaut garder le contrôle, rester le pilote, garder un esprit critique sur ce sur quoi l'IA va nous aider. Ce qui me fait dire, et ce que je donne beaucoup comme conseil autour, c'est qu'en fait, il faut aller questionner l'IA quand on a déjà une première idée, quand déjà on a une première intuition, quand on est capable de garder en fait un œil et un esprit critique sur ce que l'IA va nous donner comme résultat. Ah, c'est passionnant parce qu'en fait, on voit déjà qu'il y a des livrables qui sont des premières expérimentations, les premières briques d'une réflexion et qui sont quand même très concrets avec la possibilité de les enrichir ensuite par une réflexion collective ou une valeur ajoutée humaine. Alors concrètement, est-ce qu'il y a aujourd'hui des formations ou des réflexes à avoir pour commencer à comprendre dans l'entreprise comment on peut utiliser ces premiers outils? En fait, comment on arrive à donner à chaque employé la possibilité peut-être de monter en compétence lui-même là-dessus? Est-ce qu'on a le droit d'utiliser ChatGPT dans l'entreprise? Alors, plusieurs points par rapport à ta question parce que c'est fondamental. C'est-à-dire, nous, l'entreprise, pour l'instant, a pris une décision qui est de ne pas interdire en fait l'usage d'une IA générative. Par contre, a très vite, tout de suite, publié des recommandations. Vous n'utilisez pas un mail professionnel, vous ne mentionnez jamais le nom de l'entreprise, vous ne mentionnez jamais des données individuelles sur vos collaborateurs, sur les gens de l'entreprise, et vous faites preuve d'un filtre très poussé pour vous dire cette donnée, elle est tellement confidentielle ou liée à la stratégie de l'entreprise que je ne l'upload pas en fait dans l'IA générative. Ça, c'est les premières règles vraiment qu'on a données très très vite et qui ont été données à tout le monde pour éviter, type Samsung, les brèches qu'il y a eu, par exemple, de confidentialité ou le risque de devoir interdire finalement l'IA parce que des débordements. Maintenant, on est tous conscients qu'en fait, ça change énormément de choses. Donc, il y a des personnes qui s'occupent spécifiquement du sujet chez nous qui vont explorer les différents point de cette transformation, à savoir quel type de formation il faut donner, parce qu'il y a savoir parler l'IA, savoir avoir le prompt engineering, comme ça s'appelle, en fait, ça va devenir une compétence. En tout cas, pour le moment, c'est un sujet d'exploration où on essaie tous de rentrer dans la tête de l'IA pour comprendre comment on doit s'y adresser. Et puis, il y a surtout aussi d'autres explorations en ce moment qui sont quel avantage ça nous apporterait aussi d'installer de l'IA chez nous pour éviter de tout uploader dans une IA qui est une IA commune à tout le monde, qui bien entendu se nourrit de tout ce qu'on lui donne et peut avoir tendance à le redonner à d'autres. Donc on essaye de dire en deux mots, c'est le sujet, il faut l'explorer, il n'est pas interdit, mais une prudence maximale. Et ce qui fait que là, spécifiquement pour les RH qui manipulent en plus une donnée extrêmement sensible, puisque c'est la donnée de nos collaborateurs, que les collaborateurs nous confient en toute confiance, et on est absolument les gardiens de cette privacy de la donnée collaborateur,
on va, avec la personne en charge de la data privacy chez nous, émettre très rapidement là, on l'a déjà rédigé, en fait, une dizaine de recommandations qui sont là spécifiques pour toute la population RH chez nous. Alors, je discutais avec Frédéric Auroux, qui disait qu'il est data scientist, spécialiste, qui disait qu'une des data intéressantes quand on est une entreprise et qu'on utilise l'IA générative, c'était d'évaluer son empreinte carbone. Parce qu'en fait, il expliquait qu'il y a un peu un effet boomerang où plus on utilise l'IA générative, plus c'est performant, plus on veut l'utiliser, mais qu'en même temps, cette utilisation exponentielle fait qu'on consomme énormément, parce que même quand on utilise, en fait, ça consomme de l'énergie. Et donc, en fait, c'est très compliqué d'arriver à équilibrer un engagement écologique, sociétal, voilà, et en même temps, un engagement lié à l'innovation et à ces nouveaux outils. Et qu'une des façons d'arriver, c'était de ne pas utiliser pour tous les IA génératives et de se dire qu'on les utilise dans des cas bien précis qui sont importants et on ne peut pas utiliser d'autres outils. Et que quand on l'utilise, on a au moins conscience de ce qu'elle émet. Est-ce que vous avez peut-être réfléchi là-dessus? Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion qu'il nous partageait? Alors, je partage la réflexion parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus évident et clair qu'en fait, l'impact digital, en fait, sur le CO2, l'émission de CO2 d'un individu, d'une entreprise, est extrêmement fort. Et, et pour une société comme la nôtre, c'est un vrai sujet, en fait, aujourd'hui d'engagement. On essaie, ben, voilà, ben, on essaye d'avoir des vrais engagements autour de tout ce qui est les sujets sustainability et en étant vraiment très concret, très au-delà du greenwashing. Donc, il y a énormément de choses qui sont faites et dans toutes les choses qui sont faites et toutes les choses qui sont vraiment monitorées depuis un moment, l'impact du digital est monitoré. Donc, on est face à un défi. On est face à un défi de plus qui est un nouvel outil et un nouvel outil qui consomme énormément, de ressources. Et c'est vrai qu'on voit la moindre courbe aujourd'hui qui anticipe en fait l'impact CO2 des IA et des IA génératives. Ça fait un peu peur et c'est obligatoirement à prendre dans l'équation, ouais, dans l'équation CO2 d'un individu et dans l'éducation qu'on doit faire d'un individu. Alors, autre question dans un autre domaine, je lisais l'interview de Bill Gates sur le futur des IA génératives et il dit, puisque c'est quand même quelqu'un qui a toujours une vision et un temps d'avance sur le futur, il dit qu'en fait, demain, on aura chacun notre auto-chat GPT ou un autre qui sera tellement personnalisé qu'il connaîtra tout de nous. Il aura nos datas personnelles, professionnelles et il pourra quelque part nous donner des conseils ou voire pourra nous donner des idées. Est-ce que tu as une idée de comment, en fait, tout ça peut évoluer, en tout cas peut-être moyen, court terme? Comment tu vois l'évolution de ces outils, en tout cas en entreprise? Alors, en entreprise, je pense que tout le fantasme qu'on arrive à amener en ce moment de se dire mais ça va perturber tout, c'est évident que ça va changer des choses. C'est évident que ça va changer des choses. Alors à nouveau, à chaque fois, les gaps technologiques, je ne sais pas à quelle vitesse ça va aller et quelle va être la magnitude ou l'ampleur des changements. Mais inévitablement, il y a un changement qui est fait sur les jobs. Alors je ne sais pas si c'est comme l'étude de Goldman Sachs où on peut se faire peur avec des millions de jobs tués. C'est pour ça que je dis je ne sais pas quelle ampleur. Par contre, c'est évident qu'aujourd'hui, ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact parce que ça va certainement amener de la productivité au bon sens du terme. Ça va certainement amener de la souplesse par moment. Si on avait une IA qui était capable, là, instantanément, de nous faire le compte-rendu de notre discussion en mettant les quelques points clés de notre discussion, bah, je suis sûr que tu gagnerais du temps par rapport à tout ce que tu fais sur tes vidéos et tout le temps que tu investis sur tes vidéos. Donc ça va certainement en fait améliorer des choses, ça va certainement faire gagner. Euh, Comment on arrive demain à l'intégrer comme quelqu'un qui fait partie de l'équipe,
c'est plutôt ça aussi qui me fascine. C'est de se dire, voilà, on se pose souvent la question, est-ce que c'est un allié, est-ce que c'est un ou une ennemie? Je pense pour l'instant, on est dans la phase de découverte, dans la phase s'apprivoiser. Donc, il faut ni être fasciné, ni se faire peur. Mais je le vois en fait, ce qui me paraît le plus évident, c'est de le voir comme un membre de l'équipe ou un collègue, quelque chose qui fait partie finalement de l'écosystème au travail et qui va bien marcher quand ça va nous amener en fait un vrai gain de productivité, un gain de créativité, une façon d'augmenter la manière de travailler. Là, je pense qu'il y aura de l'adhérence avec. Bien entendu, il faut qu'on mette toutes les barrières possibles et inimaginables pour éviter les dérives. Mais on voit bien qu'en fait, ces IA génératives, en tout cas là pour l'instant, les modèles qu'on voit, que ce soit ChatGPT, que ce soit BART ou autres, sont beaucoup plus sécurisés que les premières expériences qu'il y avait eu d'IA ou de chat il y a quelques années où en fait l'IA devenait en fait borderline très très vite. Merci infiniment Laurent pour ce beau cadeau, ce partage et bravo pour cet état d'esprit à la fois éclairé et constructif. Donc on retiendra au moins 3 idées. La première idée, c'est qu'en fait tu envisages ces IA génératifs comme un copilote. C'est ni une alliée, c'est ni un ennemi ou un ennemi, c'est quelque chose, une sorte d'aide virtuelle qui peut nous challenger, qui peut nous aider et qui peut en tout cas nous apporter aussi en fonction de la précision du prompt, de la question. La deuxième idée, c'est qu'en fait, tu as déjà expérimenté avec tes équipes. Donc, c'est passionnant parce que tu as imaginé peut-être plein de nouvelles questions que tu ne te serais peut-être pas posées s'il n'y avait pas eu ces IA génératives. Et tu as vu qu'en fait, il y avait des réponses tout à fait intéressantes qu'il faut bien entendu améliorer, qu'il faut bien sûr trianguler et qu'il faut prendre avec du recul. Et la troisième idée, c'est qu'en fait, vous accompagnez vraiment les collaborateurs avec un cadre large et vous êtes sur une logique de responsabilisation où vous allez faire confiance aux collaborateurs pour leur laisser la possibilité d'utiliser ChatGPT, par exemple, mais en même temps, vous les équipez en principe de réflexion pour qu'ils puissent faire attention à ne pas mettre des données qui pourraient être piratées et qui pourraient être des brèches donc dangereuses pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment la démonstration que vous êtes vraiment une entreprise qui donne la confiance et la responsabilité aux collaborateurs. On n'en doutait pas, mais c'est prouvé une fois de plus avec une très belle entreprise française et des hommes et des femmes comme toi qui savent en fait la faire évoluer et la faire en tout cas grandir avec les technologies. Merci beaucoup Laurent. Merci pour la discussion.